sais d'où je viens, et tout le monde a fait Sciences Po, on vient tous de milieux bourgeois et relativement aisés, même si on venait d'extraction populaire, on part un capital culturel extrêmement fort. Et donc un a priori un peu le nez en l'air, quoi. C'est que ça, c'est quoi ces beaufs qui jouent à la pétanque, qui boivent du Ricard, et qui essaient de nous dire qu'on comprend rien. D'où ça sort? C'est forcément des gens qui sont pilotés par l'extrême droite, ou par l'extrême gauche, ou machin. Moi je connais bien les milieux d'extrême gauche, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas là au début. Hein. C'est sûr que non. D'ailleurs, eux aussi, ils regardaient le mouvement des Gilets jaunes avec beaucoup de mépris. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé, et moi, je l'ai vu sur BFM, et du coup, j'ai compris qu'il se passait un truc sur le plan médiatique. C'était le 1er décembre, il y a eu le mot insurrection. Il a surgi sur BFM TV. Moi, j'ai failli faire un infarctus quand j'ai vu ça, parce qu'effectivement, c'est un mouvement insurrectionnel. Et pour moi, il y a un truc que les médias mainstream, mais c'est pas seulement BFM, c'est pas que je vise, mais il y a un truc qui a été loupé, c'est le caractère horizontal de la plupart des mouvements sociaux aujourd'hui. C'est fini là, les mouvements verticaux avec un chef en haut qui décide de tout, un peu comme Philippe Martinez dans sa structure de syndicat à l'ancienne, entre guillemets, hein, voilà, avec des trucs qu'on connaît bien. Maintenant, les mouvements sociaux, c'est horizontal. On le sait parce que nous, on a couvert Notre-Dame-des-Landes, on a été à Bure. On a couvert aussi plein de zones à défendre petites qui existent et plein de mouvements sociaux. Par exemple, on était à l'Assemblée des Gilets jaunes 2 fois. On était à Commercy, on était à Saint-Nazaire. Et on l'a vu, ce truc de pas de chef, pas de porte-parole. C'est nouveau ça. Ça a 10-15 ans, pas plus. On en parlera après, je vous promets que vous aurez la parole, madame. Monsieur aussi, je vous le garantis. Oui, je vous le garantis. Juste pour que le débat soit serein, je vais donner la parole à mes 2 autres invités qui sont spécialistes. Et chaque chose en son temps, chers amis, chaque chose en son temps. Qui sont, oui, tout à fait, qui ont suivi aussi de près les mouvements sociaux et particulièrement les Gilets jaunes. Je voulais commencer avec vous. Violette Voldoir, je vous en prie. Comment était pour vous, qui connaissez bien tous ces sujets, qui suivez ça depuis pas mal de temps, qu'est-ce que vous avez pensé du traitement médiatique de ce mouvement des Gilets jaunes? Je vais faire très court parce que vous avez tous envie de prendre la parole et Radio Parleur est une radio qui a à cœur de laisser le public participer. Mais j'ai fait partie de la maison du groupe Next pendant 7 ans, j'ai été pigiste reporter pour RMC et d'ailleurs j'en suis partie parce qu'on a demandé aux reporters de la radio de faire des images et c'était pas mon métier. Donc moi j'ai décidé de partir pour continuer à faire de la radio car ça me fait beaucoup de peine ce que vous dites sur l'usage des mots des journalistes de radio qui sont au contraire connus pour être des gens précis, concis et qui savent décrire les situations. Le traitement médiatique, moi je l'ai trouvé en fait à l'avenant d'une perception normale qu'on a sur les mouvements sociaux parce qu'en fait un mouvement social ça ne se couvre pas vraiment. Je sais que... Ensuite, au bout de moins d'un mois, début décembre, nous avons lancé le premier reportage en longueur sur les violences policières, c'est-à-dire que le jour où on décide de lancer un reportage en longueur, ça a été notre erreur de le lancer en longueur pour essayer de faire une enquête et pas de produire un reportage d'infos simples de 3 minutes pour le lendemain matin ou de 2 minutes. Il a été lancé le 6 ou le 7 décembre, il a été publié le 17 décembre, soit précisément un mois après le début du mouvement. Vous pouvez absolument dire c'est tard, mais il a existé. Et ensuite, une fois qu'on a eu conscience de ce phénomène, ça a été constamment présent à l'antenne. Merci à Céline Pigalle. On va passer aux questions. Il y a un micro qui va circuler. Tiens, je prends celui-là. Il y a du monde partout, je crois. Allez à gauche, là. On a du temps. Je le prends sur moi. Il y aura un maximum de questions. Et soyez gentils de faire court. Je vais faire super court. Les gens pourront s'exprimer. Merci. Alors, il y a une étude de l'Institut Montaigne et du Media Lab de Sciences Po qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui a analysé 420 sites internet qui produisent de l'information et je crois 18 millions de tweets. L'étude vise à catégoriser les médias et tout, et il en sort une catégorisation. Donc il y a par exemple les médias centraux, hypercentraux, qui sont un peu les médias de référence. Et en fait, dans cette étude, il y a un truc très intéressant qui ressort, c'est qu'il y a une cartographie des sujets abordés sur les gilets jaunes. Et donc c'est à la fin de l'étude, et il ressort que les médias centraux, quel que soit leur positionnement politique, parlent avant tout de ce qui concerne les conséquences politiques, la violence dans les manifestations, mais pas vraiment des valeurs et des revendications des Gilets jaunes. Je relis ma question, c'était ma question. Et en fait, pourquoi est-ce que ça a été si compliqué, visiblement, il y a une étude très longue qui le soutient,
ça a été si compliqué pour les médias de référence de comprendre quelles étaient les revendications des Gilets jaunes. Je pense que les journalistes ont beaucoup de critiques à se faire, mais après, il y a aussi des problématiques internes aux lignes éditoriales et aux choses comme ça qui font ça. Donc j'ai pas d'idée préconçue. Quelle réaction avez-vous? Quelle réaction avez-vous? Parce que au début de ce monsieur, à l'origine, c'est à ton épouse et sa soeur qui ont été malmenés. Il s'est simplement mis en colère. Et devant lui, qu'est-ce qu'il y avait? Le monsieur avec un masque. Il n'avait pas le visage vrai, contrairement à la policier que eux, on n'a pas de casque masqué. Bon, déjà moi j'ai bien ma question. Quand vous dites que vous répétez sur vos chaînes en disant il y a eu tant de manifestants, je vais vous dire tout de suite, à quel chiffre vous référez-vous? Quelle source? Au ministère de l'Intérieur. On est bien d'accord. Moi je vais vous dire comment il faut pour trouver les chiffres. Bon, ici on a eu un point, un exemple, je ne prends pas ailleurs. On attend que le mouvement soit dissipé, et monsieur le gendarme après, quand il voit qu'il y a 15 ou 20 personnes, 30 personnes, comptabilise. Et vous envoie le chiffre à l'intérieur. Il ne vous dit pas qu'il y en avait 300, ni 400, ou 1000. Non, on comptabilise à la fin. Alors, vous, en tant que journaliste, pour diffuser la vérité, est-ce qu'il n'est pas plus normal d'aller sur le terrain, comme vos confrères font, et dire exactement les chiffres qui y sont? Voilà. C'est également bon. La question du chiffrage, vous avez raison, elle a été, s'il y a un échec pour nous dans la couverture de ce mouvement, c'est celui-là. Combien y avait-il de gilets jaunes en France mobilisés, par exemple, le 17 novembre? Je vais vous dire, on avait un certain nombre de rédactions, on s'était réunis depuis des mois pour se dire, en fait, quand il y a des manifestations, il y a le syndicat qui nous dit on était temps, il y a la police qui nous dit ils étaient temps. Évidemment, ils ne sont jamais d'accord. Beau succès. Rémi Buzine, je rappelais en début de ce débat que vous travaillez pour le média Brut, qui est un média social. Quel était le choix pour donc qui est fait de vidéos entre guillemets brutes? Quel a été le choix pour vous dans la couverture de ce mouvement des Gilets jaunes? Parce que je crois que vous faisiez partie des rares médias, des rares journalistes à être plutôt appréciés dans ce mouvement. Et comment vous avez travaillé? Alors en tant que journaliste, c'est vrai qu'à partir du 17 novembre, on était confronté à quelque chose. C'est que d'habitude, quand on couvre des manifestations, c'est des syndicats, vous avez un lieu bien défini, un parcours déclaré, des leaders, ça va être Martinez ou d'autres. Là, le 17 novembre, on arrive, on nous dit c'est sur le périph', à Paris, sans savoir à qui parler, où ça va aller, qu'est-ce qui va se passer. Donc il y a cette problématique-là, c'est de se dire comment on va s'organiser et qu'est-ce qu'on va faire. Moi, je lisais les réseaux sociaux depuis quelques semaines, on voyait que quelque chose était en train de monter dans le pays, que les groupes Facebook étaient en train de prendre une puissance énorme. Et pour couvrir les mouvements sociaux depuis quelques années, on voyait qu'il y avait une colère qui était en train de monter et qui voulait dépasser le cadre des professions et des syndicats. Ça n'existait pas dans la plupart des régions. Et donc, cette colère, mais non, mais des petites régions, je veux dire, c'est pas que Bordeaux, Lille, hein, la France. Et du coup, deux choses, et je reviens sur ce que disait mademoiselle, que je trouvais très juste. Il y a un vrai questionnement sur le traitement médiatique et sur la formation des journalistes. Est-ce que le fait que vous n'ayez pas, et vous l'avez émis, et je suis totalement d'accord avec vous, est-ce que votre formation fait qu'au bout d'un moment, même si vous descendez en région, etc., vous n'avez plus les codes et que vous ne le comprenez plus? Et effectivement, il y a une question aussi économique. Enfin, je pense que c'est super intéressant ce mouvement sur le questionnement journalistique. Parce que c'est quoi votre question? Eh bien voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de réfléchir à la formation des écoles de journalisme qui formatent et qui vous éloignent? Vous n'avez pas fait d'école, vous, hein? Alors justement. Après je laisse causer Rémi, mais bien sûr il y a un problème. Mais il faudrait déjà que les écoles de journalisme cessent de diplômer par wagon de 500 par an des gens qui vont se retrouver au chômage sur le marché du travail, et que les grands médias cessent de recruter des gens qui sortent forcément d'écoles de journalisme et qu'il y ait un peu plus de diversité. Bon, après c'est un autre débat. Pour moi, il n'y a pas de haine. Il y a une évolution dans le temps. Dans les années 90, c'était la télévision subie. Dans les années 2010, c'était l'information plutôt choisie, notamment sur Internet. Et en 2020, je crains que vienne l'information interdite. Ça, c'est le côté historique. Au niveau géographique, je fais une réflexion. Si on veut savoir ce qui se passe à Paris, contrairement à ce que j'entends, regardez Russia Today, c'est pas inutile. Et si on veut savoir ce qui se passe à Moscou,
écoutez RFI, c'est pas mauvais non plus. Voilà. Donc vous n'aviez pas de questions. Monsieur derrière, faites passer le micro, monsieur. Bonjour, j'aurais une question pour Madame Céline Pigalle. Vous avez tout à l'heure en début de conférence parlé du poids de l'image, notamment sur BFM TV. Est-ce que votre réflexion, ça a apporté aussi sur le split screen, quand vous avez 4 flux d'images différents à l'écran, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quand ça a été filmé, on ne sait pas si c'est du direct ou du différé, on ne sait pas ce qui se passe, il n'y a pas de contexte. Est-ce que vous allez aussi engager une réflexion là-dessus? Merci. Alors, vous avez raison sur les images en live et sur les images en différé, ça fait aussi partie des choses. Le problème, c'est qu'il y a déjà pas mal de choses écrites sur l'antenne, donc au bout d'un moment, ça devient infernal. Mais on essaye de plus en plus, c'est beaucoup de travail. La première télévision d'information en continu. Et quand je vous entends dire que vous avez mis 1 mois pour vous rendre compte de la violence policière, excusez-moi, il y a peut-être un problème quelque part. Alors je ne sais pas si au niveau de votre modèle, moi on m'a toujours appris qu'il fallait agir sur les causes et non sur les effets, et qu'on délègue des pouvoirs et non des responsabilités. Pensez-vous qu'encore aujourd'hui, vous êtes à votre place à la tête de cet organisme de BFM, s'il vous plaît? En effet, c'est une question assez simple. Est-ce que vous avez eu le sentiment pendant le mouvement qu'il y avait un peu une relation de je t'aime moi non plus entre le mouvement et justement, puisque la thématique c'est la haine du journaliste et des médias, et justement les journalistes ou la presse en général? C'est-à-dire dans le sens où je m'exprime, c'est-à-dire qu'un besoin de visibilité avec en balance derrière une défiance vis-à-vis de ce média qui peut vous mettre en lumière et à qui on peut reprocher, s'il est subventionné, parce qu'on va faire le lien avec un peu avant, mais s'il est subventionné par l'État, c'est une presse d'État. S'il est subventionné comme BFM TV par la publicité, il est au solde du grand capital. À un moment, c'est compliqué peut-être pour vous de travailler en tant que journaliste, et comment vous l'avez ressenti sur le terrain? Je ne veux pas parler pour les grands médias, même si j'en ai fait partie pendant fort longtemps, mais je crois que on ne peut pas être revendiqué de parler à tout le monde tout en étant financé par quelques-uns. C'est très compliqué, et c'est aussi très compliqué de ne pas avoir de financement tout court pour faire son métier. Il n'y a pas de bonne solution, et donc moi je ne traite pas dans la boue les médias privés avec du financement privé, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est trop simple en fait de dire ça. Bien sûr, il y a une relation de je t'aime moi non plus. Évidemment, quelqu'un qui braque une caméra sur vous, qui fait une photo de vous, tout de suite vous vous dressez, vous êtes bien, vous êtes beau, vous êtes propre. Et si la photo vous plaît pas, du coup, ça vous met mal à l'aise. Oui. Le je t'aime moi non plus, il existe vraiment parce que par exemple, moi j'ai pu voir aujourd'hui des personnes qui vont critiquer la couverture médiatique de certains médias. Et aujourd'hui, qui vont critiquer le fait que ces médias ne couvrent pas, par exemple, l'acte 35 aujourd'hui. Je regardais les réseaux sociaux tout à l'heure. Certains. Je dis 2020, information Internet. Oui. Moi j'irai devant et je parlerai. Allez, c'est bon? Bon, merci à tous. Le débat était forcément passionné. On a fait comme on a pu. Voilà, j'espère que les gens ont appris des choses. Il n'y a pas de volonté de censure. Croyez-le bien. On fait au mieux. Merci beaucoup. Merci aux invités. Vous avez fait de la censure depuis le début. Si vous voulez continuer à discuter, et j'accuse le syndicat national des journalistes de m'avoir passé en boucle à la télévision, sur TF1, sur France 2, sur M6, sur BFM, sur ITV, sur une fausse... Oui, mais je le dis devant tout le monde, vous êtes responsables, les journalistes, de la décadence et de la déchéance que vous êtes en train de me faire vivre, parce que vous m'avez accusé d'avoir tabassé un journaliste et vous m'avez fait passer sur les médias en boucle. Vous les premiers. Et vous ne nous laissez pas la parole pour vous exprimer. Vous, Madame Pigalle, la première. Eh oui. Et Monsieur Apathy était le premier à dire que le syndicat national des journalistes se porterait partie civile. Heureusement que vous avez eu des gilets jaunes qui ont bousculé un petit peu les journalistes, parce qu'on ne serait pas en train de parler de ça. Voilà pourquoi on est en train d'en parler. Parce qu'on a eu le courage de vous bouger un peu. Et c'est pas fini. Et on ne sera pas les derniers à vous bouger. Parce que vous êtes des collabos.